Merci. D'abord, je vous remercie de m'accueillir dans votre commission. Et ensuite, je vous présente mes meilleurs voeux, puisqu'il en est encore temps. Je vais partir de... Le point de départ de cette histoire, c'est un camarade de football qui vient me trouver à Fakir, qui d'habitude est très jovial sur le terrain, et qui là se trouve complètement déprimé, me dit qu'il voit des psychiatres en série, qui consomment des anxiolytiques, que jamais il aurait pu penser tomber aussi bas, et que tout ça c'est dû au management dans son entreprise. Il est directeur d'un Lidl en périphérie d'Amiens, et il était brisé par une série d'humiliations, de remarques vexatoires, enfin des mois et des mois, alors qu'il avait 2 décennies d'ancienneté, des mois et des mois de laminage. Et à la fin de notre rencontre, il me dit: je n'ai toujours pas compris cette difficulté, cette impossibilité à me faire reconnaître en maladie professionnelle, pour que ce soit Lidl qui paye. Mais tous les médecins m'ont dit: ne vous lancez pas là-dedans, c'est hors tableau, ça va être très très compliqué. Et mon avocate pareil. Donc aujourd'hui, se faire reconnaître, c'est quasiment mission impossible. Voilà le point de départ sensible d'une histoire qui peut se lire aussi dans les chiffres. La semaine dernière est paru le rapport de la CNAM, qui a été un petit peu médiatisé parce qu'il apparaissait que les troubles psychiques, il y avait une forte montée des troubles psychiques, c'est ce qu'on trouve en page 4. Une affection psychique peut également être reconnue au titre d'une maladie professionnelle, et le nombre de cas reconnus a été multiplié par 7 en 5 ans. Donc la caisse d'assurance maladie se flatte quelque part du fait qu'il y a une multiplication par 7 en 5 ans du nombre de troubles psychiques reconnus comme maladie professionnelle. Mais à quel total arrive-t-on? On arrive à un total de 596 cas reconnus. 596 pour toute la France. Ce sont, d'après le psychiatre Patrick Légeron, qui est membre de l'Académie nationale de médecine et qui a été l'auteur d'un rapport sur le burn-out pour cette académie, ce sont des chiffres dérisoires. Et il nous dit: ça reste ridicule. Pourquoi? Parce que, d'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est toujours le docteur Patrick Légeron qui parle, le stress est aujourd'hui le premier risque pour la santé des travailleurs dans le monde. Et on a un fossé entre cette reconnaissance par l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi par le Bureau international du travail, par toute une série de psychiatres, entre ce qu'il appelle un paradoxe extraordinaire, entre le fait que les troubles psychiques sont aujourd'hui subis massivement par les salariés, et le fait qu'il ne figure que les troubles somatiques, que les maladies corporelles, non pas les maladies psychiques et mentales, dans le tableau des maladies professionnelles. Donc il me dit: aussi, je pense qu'une reconnaissance est absolument nécessaire, et l'Académie est très intéressée par cette démarche de reconnaissance. Alors, si on doit faire une estimation du nombre de burn-out ou de troubles psychiques liés au travail, aujourd'hui, l'estimation qui reçoit l'agrément à la fois de l'INSERM, mais aussi de Madame Janté pour la Caisse nationale d'assurance maladie, est une estimation floue, mais qui va se résumer à quelques centaines de milliers. Quand on dit quelques centaines de milliers, on a grosso modo l'approbation de tout le monde. Je me permets d'établir une fourchette entre 200 000 et 500 000 cas par an de troubles psychiques liés au travail. Et grosso modo, si on fixe cette fourchette-là, il y a un accord. Et donc vous voyez le décalage immense entre ces centaines de milliers de cas et les 596 cas reconnus. C'est-à-dire qu'il y a un cas sur 1000, grosso modo, qui va être reconnu en maladie professionnelle. Donc là, pourquoi cette sous-estimation? Alors là, je citerai une phrase du colonel Chabert de Balzac. En apercevant donc ce militaire qui revient des combats napoléoniens et qui se retrouve à faire face à toutes les administrations pour établir ses droits et toucher une rente. En apercevant le dédale de difficultés où il fallait s'engager, en voyant combien il fallait d'argent pour y voyager, le pauvre soldat reçut un coup mortel dans cette puissance particulière à l'homme que l'on nomme la volonté. Eh bien là, on a des gens qui ont déjà été brisés dans leur entreprise et à qui on demande d'effectuer un véritable parcours du combattant pour pouvoir être reconnus en maladie professionnelle. Alors, je n'ai pas envie de vous faire le descriptif du labyrinthe et des sigles que représente ce parcours du combattant. C'est la maître Agnès Cittadini, qui est avocate au barreau de Paris, qui nous cite du TIC, de la CNITAT, évidemment de C2RMP, le TAS, et ainsi de suite. On a toute une série de canaux par lesquels il faut passer pour enfin aboutir potentiellement, au bout de plusieurs années, à une reconnaissance en maladie professionnelle. Donc, elle me dit,
on le déconseille très fortement aux salariés de se lancer là-dedans. Tout comme les syndicats disent, nous, on ne donne pas du tout le conseil d'aller là-dedans. Même nous, on ne le fait pas. On a Maître Ducrot, qui est l'avocat des salariés, notamment dans les dossiers caisse d'épargne, qui me dit, moi, je suis dans une impasse totale dont je ne suis pas très fier. J'ai des gens à défendre, je n'arrive pas à les défendre. Voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et ça amène tous ces défenseurs des salariés, finalement, à tricher avec la législation, et avec une certaine complicité, parfois, des juges. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font passer ça en accident du travail. C'est-à-dire qu'ils cherchent un moment où il y a une crise de larmes dans l'entreprise, un moment où il y a eu une dispute, et ils en font le point de départ de troubles psychiques. Alors que ces troubles psychiques montent graduellement et donc constituent une véritable maladie, ils le transforment en accident du travail parce que là, la reconnaissance est plus facile. Donc ils savent très bien, ils le disent, on fait un détournement, on triche, on s'arrange avec la loi. Du coup, on arrive à ce que, à la CNAM, on ait 10 000 accidents du travail, 10 000 troubles psychiques reconnus en accident du travail, alors qu'on n'a que 596 maladies professionnelles. Donc là, c'est la voie numéro 2 qui prend le pas sur ce qui devrait être la voie normale. Tout cela représente une très lourde facture pour la société. Pourquoi? Parce que tant que ce n'est pas en maladie professionnelle, ce sont les assurés, ce sont les cotisants qui payent et non pas l'employeur. Si c'est reconnu en accident du travail ou en maladie professionnelle, ce sont les employeurs qui payent à 98%. Là, on a Aude Célie qui était directrice des ressources humaines chez un équipementier sportif qui, en 2017, a fait 4 milliards de profits, mais qui vient dire « Je viens témoigner devant vous parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que ce soit la société civile qui paye. Dans mon cas, quand je suis tombé avec une tentative de suicide, je suis quand même resté 18 mois en arrêt maladie et c'est la société civile qui paye. Or, très clairement, ce sont les conditions de travail qui m'ont poussé à faire un burn-out. » Donc de la même manière qu'on a du mal à estimer, on donne une fourchette du nombre de cas de troubles psychiques liés au travail. De la même manière, chiffrer ce que ça coûte à la société est difficile. On peut dire que ça se chiffre à plusieurs milliards d'euros de manière assez vague, quoi. Et donc, qui doit payer aujourd'hui, c'est l'enjeu. C'est un enjeu que reconnaît y compris la ministre de la Santé, Madame Buzyn, qui s'exprimait ainsi dans le journal du dimanche le 22 octobre 2017. Concernant les arrêts de travail, le montant des indemnités journalières de courte et de longue durée ne cesse d'augmenter, de l'ordre de 5% l'année dernière. Jusqu'à quand l'assurance maladie palliera-t-elle les défaillances du management au travail? Et là, on a un truc qui est quand même une aberration pour moi, qui ressort de la discussion avec la directrice des risques à la Caisse nationale d'assurance maladie, Madame Janté, à savoir qu'elle dispose de tout un arsenal pour aller contrôler les médecins prescripteurs d'arrêt de travail. Elle dispose d'un arsenal pour aller contrôler les assurés qui sont en arrêt de travail pour voir si ce n'est pas frauduleux. Mais en revanche, elle ne fait pas de contrôle sur les entreprises pour voir si les causes de ces arrêts de travail, de ces dépressions en série, par exemple, ne sont pas liées au fonctionnement à l'intérieur de l'entreprise. On aboutit à ça, pour moi, c'est que du coup, comme il n'y a pas de prise en compte dans le bilan comptable des entreprises, on peut maintenir un déni dans l'entreprise. C'est une question qui n'est pas abordée et à peu près tous nos interlocuteurs nous conformés, sachant que le MEDEF n'est pas venu à nos auditions, nous l'avons invité, il n'est pas venu. On a Flore Crépin, donc, qui était directrice des ressources humaines à la fois pour la grande distribution, pour une usine et également pour un centre d'appel, qui me dit « C'est tellement tabou dans les entreprises, c'est le sujet interdit. Nous, en tant que RH, on n'a même pas le droit de prononcer le mot stress. Quand chaque année, avec les syndicats, on fait le point sur les risques psychosociaux, on ne doit pas prononcer ce genre de mots. C'est pour ça que quand je vois le tabou autour de ça, le manque d'engagement réel des directions, je me dis, à part mettre en place des sanctions financières lourdes, je ne vois pas ce qui pourrait motiver les boîtes. On est dans un déni, alors j'ai des témoignages à la caisse d'épargne, mais par exemple, dans une caisse d'épargne où on a eu 4 suicides en 2 ans, sachant que compte tenu du volume de cette caisse d'épargne-là, on devrait être à l'inverse à 1 suicide en 2 ans, donc 4 fois plus. Eh bien, non seulement il n'y a pas de prise en compte de ça, mais il ne va même pas y avoir la volonté de la caisse, il y a un refus de la caisse d'épargne de simplement autoriser une expertise
avec un cabinet pour aller faire une enquête sur pourquoi il y a eu 4 suicides, sachant qu'il y en avait qui étaient revendiqués comme étant liés au travail dans des lettres. Donc là, on a un déni des directions, y compris dans les cas les plus dramatiques. Et je dois dire que c'est moi ce qui m'a paru le plus stupéfiant dans les témoignages recueillis, c'est que quand bien même advient le pire, le management peut continuer à avancer tel un bulldozer. Ce cas de la caisse d'épargne là en Côte d'Azur, où on a une mère de famille qui se jette sous un train, qui en meurt, qui laisse une lettre. Voilà. Ensuite, on a un responsable de centre d'appel, mais interne, d'un plateau téléphonique interne à la caisse d'épargne, qui lui aussi se suicide. On a un homme qui très très investi, un contrôleur des gestions très investi dans son travail, qui fait un AVC et en meurt malgré l'arrivée de l'hélicoptère en pleine plénière des résultats de la caisse d'épargne. Et malgré tout ça, il n'y a aucune remise en cause, nous dit-on, aucune prise de conscience, aucune étude sur ce qui se passe à l'intérieur de cette entreprise. Donc ça, c'est vrai pour les cas les plus dramatiques, mais on imagine ce que ça donne, par exemple, dans le centre d'appel Coriolis à Amiens, où on n'a pas de suicide, mais on a simplement la norme des dépressions d'émission, des crises de larmes en série, où simplement on nous dit, là, un salarié nous dit, burn-out, c'est presque un mot tabou, le stress au travail, il faut faire comme si ça n'existait pas, on nie l'évidence. Alors, l'un des fondements de cette proposition de loi, c'est de considérer que la sanction est une prévention. Il faut qu'il y ait un intérêt des entreprises, il faut qu'elles aient un intérêt à se pencher de manière forte sur les risques psychosociaux. Je vais prendre une comparaison. Dans les années 70, il y avait 18 000 morts sur les routes de France. Aujourd'hui, malheureusement, il en reste encore 3 477. Ce sont 3 477 morts de trop, mais c'est quand même une division presque par 6. Ça ne s'est pas fait qu'en faisant des câlins et des bisous aux chauffards. Ça s'est fait aussi par un arsenal répressif. Ça s'est fait par des gendarmes, ça s'est fait par des alcotesses. Eh bien, on ne parviendra à faire baisser les centaines de milliers de troubles psychiques liés au travail dans le monde de l'entreprise que aussi en ayant il ne faut pas que ça, mais aussi en ayant un arsenal répressif. L'économiste de la santé Philippe Askenazi a publié un livre qui s'appelle Les désordres du travail, et il montre que ça a fonctionné. Cette sanction a fonctionné aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Il y avait une multiplication des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et du coup, à un moment, il y a eu un intérêt porté là-dessus, et les assurances se sont mis à réévaluer les entreprises, ce que les entreprises avaient à leur payer en fonction du nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans l'entreprise. Ce qui fait que le coût des assurances est passé pour ces entreprises, de 1,4% du coût total du travail à 2,4% entre 85 et 94. Donc il y a une hausse de 1% par rapport au coût du travail. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a entraîné une baisse de 2% du coût du profit des entreprises. Eh bien, à ce moment-là, General Motors et les autres se sont sentis invités à ce qu'ils ont appelé la responsabilité. Et ça a fonctionné puisqu'on est passé donc de 2,4% du coût des assurances à finalement 1,6% parce qu'il y a eu des mesures fortes qui ont été prises. Mais ça s'est fait par de l'incitation, parce qu'il y avait un intérêt à prendre ces mesures. Et l'auteur Philippe Askenazi conclut avec force, et je pense que c'est ce qu'on doit se dire aussi. L'exemple américain prouve que le discours sur lequel on ne peut rien faire face à des contraintes économiques subies par les entreprises est faux. Au contraire, il est possible d'améliorer substantiellement le sort des salariés. C'est même l'inverse qui serait économiquement aberrant. C'est la désorganisation des organisations qui serait bien à la base de leur dangerosité. C'est la contrainte financière qui a fait passer de nombreuses entreprises américaines d'un équilibre nocif, faible investissement sur la sécurité et la santé, fort coût des accidents et des maladies, à un équilibre vertueux, sensibilisation, coût maîtrisé. Ça s'est fait, nous dit-il, par la contrainte financière. Évidemment, si on transfère le coût des troubles psychiques liés au travail vers la branche accident du travail, maladie professionnelle, qui est financée à 98% par les employeurs, ça sera une forte mesure incitative. Enfin, je pense que cette reconnaissance a une valeur de signal d'alarme qui tirait, a une valeur symbolique, a une valeur d'alerte
aussi pour l'ensemble de la société et notamment pour les pouvoirs publics. Quand on voit ce qui s'est passé par exemple à l'entrepôt Lidl de Rousset, où on a là comme une tragédie, la chronique d'une tragédie annoncée, où on a successivement un directeur de site, un directeur régional qui part parce qu'il a un AVC suite aux pressions qui sont mises sur lui. Ensuite, on a 2 cadres, y compris le numéro 2 de l'entreprise, qui partent en burn-out. Et qu'ensuite, ça se termine donc par une pendaison. Il y avait plein de signaux. Et d'autant que les syndicats sont allés taper à la porte de l'inspection du travail, à la fois la CGT et la CGC, d'autant que le numéro 2 de l'entreprise, le cadre, est allé à la médecine du travail, non pas seulement pour son cas personnel, mais en disant « ça va mal dans mon entreprise, venez, venez, ça va mal ». Rien n'a été fait. On s'est retrouvé le 29 mai 2015 avec la pendaison de Yannick Sansonetti dans la chambre froide de l'entrepôt de Lidl, ce qui était 100 fois évitable si on avait considéré que c'était quelque chose d'important. Mais ça n'est pas aujourd'hui considéré comme quelque chose d'important. Je le dis, par exemple, en l'occurrence, que le directeur de régional n'ait pas été licencié, qu'il soit viré, simplement, ça relève de l'entreprise, mais qu'aujourd'hui, il puisse continuer à manager en toute liberté, c'est un danger pour la société. C'est un danger pour les entreprises où il pourra continuer à exercer et il faut se pencher là-dessus. Or, là, dans les pouvoirs publics, ce que fait le ministère de la Justice, c'est pas à la hauteur des enjeux. De la même manière que sur ce qui se passe dans la sécurité routière dans les années 70, on a pénalisé, ça a pu être considéré qu'il y ait des crimes routiers. Là, on a par exemple un cas de suicide dans le Nord avec une lettre qui est laissée, comme quoi la caisse d'épargne est accusée par le salarié, et on aboutit à un classement sans suite. Le président du tribunal de grande instance appelle l'avocat en disant « on est vraiment désolé, on n'a pas traité ». Et je pense que ce n'est pas du tout normal quand on est sur ce type de... Ça prouve simplement, pour l'ensemble de la société, une insuffisante mise en alerte sur ce thème. Et évidemment, la reconnaissance dans ce qui est la Bible des maladies professionnelles, des troubles psychiques liés au travail, serait un signal envoyé à l'ensemble de la société. Une petite précision, la technique. Pour moi, on n'est pas là sur la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Pourquoi ? Parce que le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie. Donc, nous ne pouvons pas reconnaître comme une maladie professionnelle ce qui n'est pas reconnu comme une maladie. En revanche, on sait que le burn-out engendre des troubles psychiques. Et ils sont... le docteur Patrick Légeron, on a effectué un tableau à titre indicatif, parce que c'est de l'ordre du pouvoir réglementaire, mais on a effectué un tableau à titre indicatif. Eh bien, ils sont connus, c'est la dépression, c'est le stress post-traumatique, c'est l'anxiété généralisée, et c'est éventuellement les troubles de l'adaptation avec anxiété. Voilà un peu les maladies qui sont connues, qui sont parfaitement, il nous dit, nous on n'a pas de problème à mettre ça dans une case. Pour conclure, je suis bien conscient, moi, de la limite aussi de cette proposition. Ça n'est pas une fin en soi, c'est un premier pas. Mais il est nécessaire de mettre en place tout un arsenal. Je mentionnerai 2 mesures qui doivent accompagner la reconnaissance des troubles psychiques comme maladie professionnelle. L'une nous a été suggérée par Madame Marine Janté, qui est directrice des risques à la CNAM. Ils ont mené une analyse sur le croisement de la consommation d'anxiolytiques et l'absentéisme dans les entreprises, pour montrer que si jamais il y a beaucoup d'absentéisme avec consommation d'anxiolytiques dans des entreprises, peut-être que l'entreprise est responsable aussi. Et donc, l'idée de taxer, possiblement, selon ces critères-là. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce que la reconnaissance comme maladie professionnelle, elle s'intéresse au sommet, c'est-à-dire aux cas les plus graves. Et on a en dessous tout ce qui est de l'ordre d'absence de 15 jours, d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois. On revient, on repart. Et là, cette mesure-là pourrait être intéressante en ce sens. Et ensuite, je reprendrai parce que ce que je fais ne fait que s'inscrire dans une lignée à la fois de la Haute Autorité de Santé, de la Cabinet nationale de médecine, ainsi de suite, ou alors ici, pour le travail parlementaire, du rapport Sancy-Sebaoun, qui proposait par exemple de libérer les médecins. Libérer le rapport des médecins à l'ordre du travail, à l'ordre des médecins, permettre à la médecine, aux médecins du travail, de pouvoir enquêter et pouvoir énoncer que oui, les troubles psychiques sont bien d'origine professionnelle, parce qu'aujourd'hui, les médecins sont régulièrement poursuivis pour l'ordre des médecins. Donc, en conclusion, je dirais ce que nous disait l'économiste de la santé Philippe Askenazi, nous pouvons dès aujourd'hui mettre un coup d'arrêt
à ces 400 000 troubles psychiques qui sont chaque année liés au travail. Et vous pouvez dès aujourd'hui faire ce premier pas. Je vous remercie. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'ensemble des articles de la proposition de loi ayant été rejetés, le texte est considéré comme rejeté par la commission. Vous redire qu'on a là un sujet où on a une fabrique des chômeurs de longue durée, y compris les DRH viennent nous dire que c'est pas pris au sérieux pour l'instant à l'intérieur des entreprises. La question c'est comment vous allez faire pour que ça soit pris au sérieux par les entreprises. Ensuite, sur le débat ce matin, oui, je suis frappé qu'il n'y ait pas qu'il y ait un rejet de la reconnaissance des troubles psychiques liés au travail comme maladie professionnelle, c'est une chose, mais le rejet du fait qu'on souhaite établir le coût de ça, de ces troubles psychiques, qu'on rejette ça, qu'on rejette que les risques psychosociaux soient intégrés au dialogue social finalement à l'intérieur de l'entreprise, qu'on rejette la protection des médecins et des infirmiers, qu'on rejette tout ça en bloc et qu'on nous explique que c'est pas du dogmatisme, c'est à se demander qu'est-ce que ça serait du dogmatisme en l'occurrence, alors que sur des propositions, tous les groupes, sauf le groupe de la majorité, étaient favorables à ça. Et ensuite, on nous dit que vous êtes déterminés, que c'est en route, qu'il y a une commission. Il y a des sujets sur lesquels vous légiférez très rapidement et voilà, sur la rupture conventionnelle collective, vous légiférez rapidement. Sur la suppression des CHSCT, vous légiférez rapidement. Sur la suppression de l'impôt sur la fortune, vous légiférez rapidement. En revanche, quand il s'agit d'en arriver à des mesures qui sont favorables aux salariés, on renvoie ça à une commission ad hoc ultérieure et on verra bien ce qui sortira ensuite des travaux de la commission. Alors que là, vous aviez des mesures minimales qui pouvaient être un marqueur que vous souhaitiez aller dans cette direction. Et malgré nos désaccords de fond, je vous remercie pour cette écoute et cette discussion de ce matin.